Territoire hostile et reculé aux confins de l'Arctique, le Groenland a depuis toujours fasciné les plus grands explorateurs. L'un d'entre eux, le commandant Charcot, y a mené de nombreuses campagnes pour étudier les environnements polaires. Sans se douter que 100 ans plus tard, ses travaux allaient révéler les mystères du géant de glace. Deux scientifiques passionnés, Marie-Béatrice Forel et Pierre Sanjoffre, partent à leur tour en expédition dans le sillage de leur illustre prédécesseur. C'est la première fois qu'en Arctique, on retourne sur les traces d'une ancienne expédition historique. Ils vont mesurer les effets du réchauffement climatique dans le plus grand fjord du monde, en s'aidant des données recueillies par Charcot un siècle avant eux. Or, ces récits de navigation sont aussi là pour les mettre en garde. On dépend de la fonte, de l'ouverture des glaces dans le fjord. Il y a certains textes qui nous montrent à quel point, à cette même période, en août, c'était difficile et c'était dangereux. Quand on débarque sur Terre, il faut avoir des armes à feu, il y a des ours polaires dans le coin, donc on ne va pas échantillonner comme ça à l'improviste. Mais Pierre et Marie-Béatrice sont prêts à tout pour ausculter ce vaste territoire de science. Déterminés à en étudier les moindres recoins. On se trouve dans une zone qui est très difficile d'accès et donc c'est pratiquement une terra incognita pour les paléontologues. Alors ça, c'est génial. Après en avoir rêvé tant d'années, Marie-Béatrice et Pierre découvrent enfin le Groenland et espèrent que les trésors du passé pourront éclairer l'avenir de notre planète. Pour raconter cette histoire, il faut plonger quelques années en arrière. En 2019, Pierre Sanjoffre explore la réserve de géologie dont il vient de prendre la tête. Un lieu secret, inaccessible au grand public, niché dans les profondeurs du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Au milieu des 12 500 tiroirs abritant les trésors géologiques des confins de la planète, Pierre fait une découverte inattendue. Un jour, je suis tombé sur un échantillon assez particulier sur lequel il y avait une étiquette où il était écrit Charcot, Groenland. Immédiatement, cette inscription l'interpelle. Le commandant Charcot est en effet l'un des plus grands explorateurs polaires de tous les temps. Au début du XXe siècle, il a conduit de nombreuses expéditions scientifiques, enrichissant considérablement les collections du muséum. Mais la trace de ces roches du Groenland a mystérieusement été perdue dans les années 50. À cet instant, Pierre sait qu'il tient entre ses mains une partie de ce trésor oublié. Cet échantillon-là, il était relié à un catalogue historique, donc on savait qu'il y en avait d'autres. Il décide alors de suivre cette piste qui le mène à 12 caisses en bois. C'est assez troublant et passionnant parce qu'on a tout un tas d'archives aussi historiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cahiers de terrain, on a des cartes, on a des pellicules photos qui ne sont pas développées, avec écrit dessus « à développer avant mars 1938 ». C'est assez émouvant de se dire qu'on sort cette roche qui n'a pas été sortie de ce sac depuis plus de 100 ans. Le dernier qui l'a touché, c'était probablement Jean-Baptiste Charcot. À la surface des roches, Pierre repère des traces de micro-organismes marins. Il les montre à sa collègue Marie-Béatrice Forel. Au premier coup d'œil, elle reconnaît ces créatures qui vivaient sur la roche il y a 100 ans. Ce sont des foraminifères. Les foraminifères du Groenland, ils sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils vivent
dans ces zones-là, alors dans la zone arctique de façon générale, qui est une zone qui, à l'échelle de la planète, on le sait maintenant, se réchauffe 4 fois plus vite que tout le reste de la planète. Si les deux chercheurs pouvaient retourner exactement là où Charcot avait prélevé ses échantillons, ils pourraient comparer les effets du réchauffement climatique dans le fjord un siècle plus tard. Comme un dernier cadeau du commandant Charcot, Pierre et Marie-Béatrice retrouvent les coordonnées précises de chaque prélèvement dans ses carnets. Une aventure scientifique unique s'ouvre à eux. On va rééchantillonner les mêmes échantillons qu'a échantillonné Charcot il y a à peu près 100 ans pour comparer les communautés biologiques et l'impact du réchauffement climatique sur ces communautés biologiques. Après la découverte des caisses, il a fallu 3 années à Marie-Béatrice et Pierre pour préparer leur expédition dans le plus grand fjord du monde, le Scoresby-Sund. Cet immense laboratoire à ciel ouvert n'est accessible qu'à la fin de l'été, lorsque la banquise hivernale a fondu. Même en avion, le fjord reste difficile d'accès. Première étape, le petit aérodrome de Närlerit-Inaat sur la côte est du Groenland. Okay. Les versants sud, tu verras, ils sont couverts d'éboulis, tout ça, mais les versants nord, tu vois exactement. Okay. Tu vois vraiment les strates. À la roche. Quoi. Tu connais un peu la cheval? Là, il va falloir que tu nous fasses des... Pierre assure la première campagne de prélèvement, pour laquelle il s'est entouré de toute une équipe d'experts. J'ai toujours rêvé d'essayer de lier le terrain, le voyage et mes recherches en suivant les grands récits de mes prédécesseurs. En survolant la baie de Lurie Inlet, Pierre constate l'état préoccupant des glaces, comparé aux témoignages de Charcot. C'est un peu catastrophique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de glace. Pour nous, c'est bien parce qu'on aura accès à Lurie Inlet sans problème. Par contre, ça a fondu à une rapidité assez importante. Les équipiers rejoignent le village d'Itokortormit, seul point de vie humaine à 800 km à la ronde. C'est ici qu'ils embarquent sur le Kamak, un voilier polaire spécialement affrété pour la mission. Le départ est fixé au lendemain, aux aurores, pour 3 semaines de navigation. Pierre est accompagné d'un équipage comprenant marins, ingénieurs océanographes, ainsi que Vincent Hilaire, organisateur et chef de l'expédition. Donc on fait comme ça, donc là. Comme ça va? Ouais. Tu amènes la Van Veen? Pierre a emporté avec lui une benne de prélèvement. C'est une double mâchoire en acier qui pèse 25 kg à vide, qu'on descend avec un système de poulies sur les fonds océaniques, et quand ça touche le sol, ça déclenche sa fermeture. Et ensuite on remonte le tout. Surface. Grâce à cet outil, il pourra extraire les roches et les sables riches en micro-organismes pour les comparer à ceux de Charcot à un siècle d'intervalle. Tout est maintenant prêt. L'équipage s'aventure dans l'immensité arctique. Avant de commencer la campagne d'échantillonnage,
Pierre et Vincent passent en revue les sites de prélèvement du commandant Charcot. On voit que forcément dans le Scoris Bison, eh ben, tu vois, il a échantillonné, il a dragué. Et là, tu vois, le dragage 962, il est dans la baie de Roswinch. Eh oui. C'est pas écrit Et sur les échantillons du muséum, non. dragage 962. Par contre, c'est marqué 74 mètres, 1925, Charcot. Et donc pour toi, la 962, c'est la C'est celle-là. 74 mètres. Exactement. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que le 963, il est dans l'Uri-Inlet, oui. pas loin du Cap Stewart. Ouais, carrément, carrément. Hein. Regarde, non, mais c'est pas compliqué au juger. Regarde, le décroché, il est là. C'est là qu'ils ont dragué. Ici, avant la pointe. Ouais. Au même moment, Marie-Béatrice poursuit les recherches au muséum afin d'aider Pierre. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours voulu être paléontologue en fait. Et quand on pense à la paléontologie, en général, on pense aux dinosaures, on pense aux mammouths, tout le monde sauf moi. Détective de l'infiniment petit, la micro-paléontologue s'est lancée dans une gigantesque enquête dans les archives de Charcot. Elle cherche à comprendre comment le commandant faisait ses prélèvements à bord de son voilier, le pourquoi pas. Mon objectif, c'est d'identifier l'outil qui était utilisé par le commandant Charcot pour échantillonner les roches et les sables qui étaient au fond du fjord, les ramener à bord du pourquoi pas et comparer ces méthodes de travail avec celles qui sont en ce moment utilisées par Pierre au Groenland. Et voilà celui qu'on cherchait pour récupérer les échantillons et les roches et les ramener à bord du pourquoi pas. On dirait une énorme chaussette qui était traînée par le pourquoi pas sur le fond du fjord. S'ils doivent beaucoup à leurs prédécesseurs, les jeunes chercheurs ont maintenant à cœur de préserver les terrains qu'ils étudient. Avec Pierre, on a choisi une méthode qui est beaucoup moins invasive où on va faire des échantillonnages ponctuels. Mais au Groenland, les choses ne se passent pas comme prévu. Il faut bien réduire le gris. Faut windshield gris. Hein. Ouais, j'y vais, j'arrive. Le guin d'eau électrique ne répond plus. Sans cet outil, pas de mission, car il permet de remonter l'ancre du bateau et la benne de prélèvement. Attends, qu'est-ce qui sort là Donc on est obligé complètement de revoir notre dispositif de mise à l'eau et ça va être manuel à l'ancienne. On va être vraiment sur du Charcot un siècle plus tard et à mon avis même Charcot et ses marins, ils étaient mieux outillés que nous pour remonter et descendre avec des systèmes de palans. Visuel, tout doux. Elle est faire avec un caillou, tout doux. Il faut la rouvrir. Quand il y a des aléas comme ça, on s'adapte et puis on y va, on va de l'avant quoi. Top. On est peut-être sur la taille là. C'est plus mou, c'est au fond. C'est fond là. Ouais, je pense que là on y est. Ok, on y est là. Quand tu veux, tu refais tes tours. Cette mésaventure soude le groupe, Allez, c'est parti. plus que jamais motivé à trouver des micro-organismes dans les fonds marins. Ce qui a dû se passer du coup. Ah, elle est toute propre à Faut l'intérieur. bien ouvrir. Hein. Attention. Tu vas appeler que là, tu peux Elle a pas crocheté. Et je pense que tu sais, on l'a refermé en lui donnant des à-coups. On est reparti.
Ouais, il y a plein de trucs là. Il y en a un peu plus que l'autre. Pour un œil novice, la benne ramène seulement de la boue. Mais pour Pierre, c'est une mine d'or, un environnement débordant de vie. Ouais, le monde est... Ouais. Invisibles à l'œil nu, les micro-organismes sont pourtant essentiels à l'équilibre de tout l'écosystème arctique. Car ils représentent les premiers maillons d'une longue chaîne alimentaire. Ce sont les proies des crustacés et des poissons comme les morues polaires, qui sont eux-mêmes chassés par d'autres animaux. Or, à toutes les échelles, des algues microscopiques aux plus grands des mammifères, l'état de santé des environnements polaires préoccupe les scientifiques. Pour étudier ce réseau fragilisé, l'équipage inclut à son bord une chercheuse québécoise, Caroline Bouchard. Il y a du monde. Ouh, une larve. Ouh, je pense que j'ai vu une morue arctique. Ouh. Sa passion, les morues polaires et autres petits organismes. Pour les trouver, elle effectue ses prélèvements avec des filets déployés à 60 mètres de profondeur. On traite les échantillons maintenant de zooplancton et larves de poisson. L'idée, c'est de verser une fine couche pour voir absolument tout. Ici, on a un assemblage typiquement arctique avec des gros copépodes herbivores de type Calanus glacialis, Calanus hyperboreus, je suis pas certaine, mais au moins glacialis. Par ce curieux bestiaire au nom latin, Caroline fait référence à la base de la chaîne alimentaire à laquelle elle s'intéresse, tout comme Pierre et Marie-Béatrice. Sauf que les animaux qu'elle cherche ne résident pas au fond du fjord, mais dérivent au gré des courants. Moi, j'étudie les larves de poissons parce que ce qui arrive dans la première année de vie d'un poisson, ça peut être en fait plus important que ce qui se passe plus tard. Alors que ces larves de morues polaires sont essentielles à l'équilibre de l'écosystème, elles perdent, avec la fonte de la banquise, leur protection contre les rayons ultraviolets. Si les œufs arrivent à la surface de l'eau au lieu d'arriver sous la glace comme habituellement, il peut y avoir des mortalités des œufs parce qu'ils sont très vulnérables aux rayons UV. La disparition des morues polaires serait donc inquiétante pour toutes les autres espèces qui s'en nourrissent. Sans elles, les narvals et les phoques sont menacés, pour finalement mettre en danger le sommet de la pyramide alimentaire, les ours polaires. Ainsi, quand les plus petits animaux s'éteignent, toute la chaîne est bouleversée. Le voilier retourne à Itokortormit pour être ravitaillé. Établi en 1925, le village comptait alors une population de 70 Inuits. À l'époque comme aujourd'hui, la survie des habitants dépend directement de la chasse et de la pêche. Lors de chacune de ses missions dans le fjord, le commandant Charcot rendait visite à cette communauté. Vincent perpétue aujourd'hui cette amitié franco-inuite. Je pense que le village d'Itokortormit, c'est l'un de ces rares villages polaires encore aujourd'hui qui peut, par son authenticité, le mode de vie qui est encore ici présent, qui peut éclairer, éveiller des consciences.
Dans ce petit village isolé du reste du monde, les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus alarmantes. Aujourd'hui, ces habitants-là doivent composer avec une nature dont le fonctionnement, le tempo, en fait, s'est déréglé. Donc c'est très compliqué parce qu'une partie de la survie de la population dépend de la chasse. 70% des protéines fraîches consommées par cette population dépendent des chasseurs. Et si les chasseurs, qui sont soumis naturellement aux aléas de la nature, se trouvent dans des fonctionnements qui les dépassent et qu'ils ne comprennent plus en regardant les nuages, en regardant le baromètre, en prenant des météos, ils ont du mal à anticiper maintenant ces changements-là, qui sont brutaux, mais comme un peu partout dans le monde. Là, on est vraiment dans le laboratoire de toutes les brutalités, en fait. Ces raisons ont poussé Vincent à créer l'association Greenlandia pour porter la voix des habitants d'Itokortormit au-delà du fjord. Un siècle avant lui, Charcot avait également perçu le rôle de sentinelle de ce village du bout du monde. En 1932, il coordonne la construction d'un observatoire scientifique sur les hauteurs du village. Une base aujourd'hui abandonnée que Vincent espère réinvestir dans les prochaines années pour accueillir les futures missions en association avec les habitants du village. Avant de lever l'ancre, Pierre profite de l'escale pour contacter Marie-Béatrice. La chercheuse a peut-être trouvé de nouvelles pistes en fouillant les archives. Attends, ça coupe. Mais attends, si je comprends bien, du coup, notre collègue là, des collections, elle a retrouvé des échantillons de Charcot. C'est ça, de 1925 ou 26? Oui, c'est 1925. Là, j'ai le nom Charcot 1925. Et c'est des échantillons de... Ils sont localisés ou pas? Attends, bouge pas. Je vérifie. Je suis sur un bateau, je ne peux pas bouger. Station C, terre de Jameson, Groenland. Ok, donc dans la station C, donc c'est super. Tu sais, j'étais en train de regarder les annales hydrographiques et on a la localisation de la station C. Maintenant, c'est quoi comme échantillon? On a de la diorite, on a des lames minces et sur un échantillon de diorite, donc on a des lichens qui sont assez jolis, assez beaux. Ok, donc la diorite. Écoute, on va voir, on va passer pas loin quand on va échantillonner la coupe Juras-Triassique. Et du coup, on va y passer et on va voir si on peut retrouver les mêmes. La découverte de ces échantillons centenaires va permettre à Pierre d'élargir l'étude du fjord sur la terre ferme. En collectant de nouveaux spécimens de lichen, il est ainsi assuré de ramener des données exploitables en France. Car les lichens, comme les foraminifères, sont d'excellents indicateurs des conditions climatiques. Après 2 semaines en mer, les équipiers se réjouissent de cette escapade à terre. Ils se préparent à une demi-journée de navigation pour atteindre la station C, repérée par Marie-Béatrice. Direction la terre de Jameson, un lieu que Charcot décrivait comme le paradis des géologues. Donc il y a 2 VHF, Vincent en a une, j'en ai une, j'ai un téléphone satellite. Voilà, il n'y a pas de problème. Pierre ferme, c'est le serre-fil. Nous, on est en ouverture PIO. Et ensuite, on a prévu en plus, tu as un traceur GPS PIO. On a prévu plein de backups de sécu, donc on est bien. On est parti? Super. Allez. C'est bon pour tout le monde? Allez, ok. Allez, ça grâce. Depuis des années, Pierre rêvait d'arpenter ces falaises méconnues. Les roches qui les composent sont des archives à ciel ouvert de l'un des épisodes climatiques les plus intenses que la planète ait connus. La terre de Jameson est un paradis pour les géologues, certes, mais aussi pour les ours polaires. Armé d'un drone plutôt que d'un fusil,
Pierre assure à sa façon la sécurité de l'équipage. Je fais un repérage avec le drone pour savoir par où contourner le glacier pour pouvoir monter un petit peu plus haut. Ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas de danger comme la présence d'un ours pas trop loin ou dans les parages. Le chercheur en profite pour localiser une zone où les couches géologiques témoignent d'un puissant réchauffement survenu il y a 200 millions d'années, alors que la planète était soumise à une forte activité volcanique. On l'appelle la crise du Trias jurassique. Pierre s'interroge sur les conséquences de cette surchauffe sur les écosystèmes du passé. Là, on se trouve face à des grès qui sont extrêmement importants parce qu'ils se trouvent dans la transition Trias-Jurassique. Et cette transition, elle enregistre une crise d'extinction majeure d'espèces. Spécifiquement au Groenland, on a pu montrer qu'environ 80% des espèces de plantes terrestres ont disparu durant cette crise. Au Groenland, les températures auraient augmenté de plus de 10 degrés en quelques milliers d'années. C'est un réchauffement brutal et très important, mais c'est brutal à l'échelle des temps géologiques. Ici, ces roches pourraient renfermer des foraminifères datant de cette crise planétaire. Et avec elles, le secret de la survie de ces petits organismes. Ces nouvelles données lui permettront également de comprendre comment les espèces arctiques pourraient réagir au réchauffement actuel. L'enjeu est donc de taille. Et absorbé par son travail, Pierre ne remarque pas la brume qui s'engouffre dans la vallée. Pierre de Vincent, tu m'entends? Vincent de Pierre. Ouais, Pierre Didion, t'as vu le brouillard qui monte là? Ça va à une vitesse incroyable là. Bah, il va falloir qu'on rejoigne le Camac rapidement parce que sinon on va finir par plus le trouver là. Ouais, on vous a en visu très clair. Le brouillard est quand même pas très très loin, mais on vous a en visu très clair pour le moment. Bon bah on se retrouve plus bas alors. La crise du Trias jurassique est l'un des épisodes climatiques les plus semblables au réchauffement actuel. À un détail près, aujourd'hui les activités humaines réchauffent la planète 10 fois plus vite que les volcans ne l'ont fait il y a 200 millions d'années. Au Groenland, la fonte est vertigineuse. 30 millions de tonnes de glace se déversent chaque heure dans les eaux arctiques. Pierre et Marie-Béatrice s'inquiètent des impacts de cette surchauffe sur les écosystèmes marins et veulent comprendre comment la microfaune y fait face. Or, pour l'instant, les prélèvements ne sont pas concluants. Loin de se laisser abattre, l'équipage continue inlassablement sa mission. Et en fait, je peux zoomer beaucoup plus, mais pour voir les loges. C'est pas un foraminifère qui date de 15 ans, 20 ans.
À la fin de l'été, la banquise peut se reformer à tout moment, contraignant les équipiers à se diriger vers l'embouchure du fjord pour ne pas rester piégés dans les glaces. Avant de partir, ils décident de faire un ultime prélèvement. Ouais, il y a des choses. Encore, il y a encore. On va gratter le reste. Alors, énorme, énorme. Ça foisonne de vie. Regarde. Regarde là les petites algues calcaires. On voit les briots. En tous les cas, on n'a pas trouvé ça. Hein. Alors c'est incroyable. Ah, c'est des forames. Oh là là, la quantité de foraminifères. Ils sont gros en plus. Tu veux regarder? Tu regardes, tu mets la loupe contre ton œil et tu rapproches le... C'est exactement ce qu'on voulait. Alors là, les foraminifères qu'on voit là, c'est exactement les mêmes que ce qu'on a sur les échantillons de charcot prélevés en 1925 ici dans cette baie. En août en plus à peu près, exactement à la même période, à la même profondeur, 74 mètres de profondeur. Donc on peut comparer deux espèces, exactement les mêmes espèces, à une centaine d'années de différence. Mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'on cherchait. Mission accomplie. Bon bah super, high five. Après 3 années de préparation minutieuse, la mission de Pierre se termine en beauté. Le géologue a trouvé suffisamment de micro-organismes pour mener l'étude comparative avec le matériel de Charcot. Avant de quitter le fjord pour de bon, les équipiers prennent un moment pour célébrer leur succès et s'émerveiller une dernière fois des paysages arctiques. Pierre et Marie-Béatrice devront faire preuve de patience. Les échantillons arriveront en France en même temps que le bateau. 2 mois plus tard. Et la patience, ce n'est pas la plus grande de leurs qualités. Pressés de poursuivre leur étude, les 2 chercheurs passionnés se lancent à l'abordage du port de Lorient pour récupérer les échantillons. Oh, c'est mon sac! Doucement. Il va falloir qu'on mette des échantillons comme ça dans le truc. Il y a une diversité d'échantillons. Ça va être lourd. Oh, ça va être trop lourd. Ça va être trop lourd. Alors, Eh bien, on va le lever comme ça. attends. Non, on va péter ma bagnole. Non, par contre, si ça on- va pas être bien. Là, on vide un petit peu. Allez, ça suffit. On remonte, d'accord? C'est bon? Allez. 1, 2, 3. Enfin, Pierre et Marie-Béatrice vont pouvoir analyser les micro-organismes. Charcot à gauche. Donc là, tu as le charcot, c'est ça, Oui. 1926 qu'on a trouvé dans les collections. Et là, à droite, c'est ce que j'ai prélevé. C'est ça. On a mis combien de temps? 2 ans, 3 ans à monter cette expédition avec plein d'aléas, Ouais. avec plein d'incertitudes. Ouais. C'est un peu du one-shot. Et on a réussi à ramener ce qu'on voulait. Exactement. Mais c'est quand même renversant aussi. On est en train de comparer là 2 spécimens du même espèce à 100 ans d'intervalle. 96 ans. Oui, bon, ça va. Et la barre d'incertitude? Marie-Béatrice et Pierre déchantent rapidement en découvrant les résultats de leur analyse. La carapace du micro-organisme actuel est en effet beaucoup plus fine que celle du temps de Charcot. C'est ce qu'ils craignaient. En gros, avec le réchauffement climatique, les augmentations de CO2 dans l'atmosphère et l'acidification de l'océan, ces organismes ont plus de mal à fabriquer leurs coquilles actuellement qu'il y a 100 ans. Oui, Ça, c'est l'hypothèse qu'on aimerait pouvoir essayer de de montrer travailler. en ayant beaucoup plus de spécimens. Oui, absolument. Les micro-organismes sont ainsi face à un immense défi climatique. Pour tirer des conclusions probantes, Marie-Béatrice collectera de nouvelles données l'été prochain. On pourrait essayer d'aller un petit peu plus loin, Et toi, tu étais où, rééchantillonner. alors
Moi on est resté ici dans la baie de Rosenville. On a fait un D'accord. petit transect juste à l'entrée, donc ça vaut Mhm. vraiment le coup pour vous de Explorer retaper là. sur le point là où est passé Charcot Et et d'aller d'aller encore explorer. plus loin. Ouais. Voire d'atteindre ici cette terre, la terre de mine, Ouais. parce qu'au plan paléontologique et géologique, c'est vraiment une terre très Ouais, ça peut être- intéressante, qui n'a pas été étudiée depuis des dizaines d'années. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Les fonds marins de ce secteur restent un mystère. Marie-Béatrice et Pierre décident donc de s'aventurer plus loin dans le fjord et poursuivent ainsi les navigations exploratrices de Charcot. Avant de repartir au Groenland, les deux chercheurs étudient une dernière piste dans les archives. Cette fois-ci, c'est Anne Manipou-Charcot, la descendante du commandant, qui a fait une découverte. Elle a mis la main sur des documents inédits qu'elle souhaite partager avec les deux aventuriers. Ça fait plaisir de vous revoir. On est ravis de revenir. Au soleil. Je t'en prie. La maison familiale est restée intacte. Chaque pièce regorge de souvenirs des quatre coins du monde. En rangeant le bureau de son aïeul, Anne a redécouvert ses classeurs. Ici, on a des tiroirs par date. Donc, tu vois, 28, 27, 26. Tiens, ben, celle-là. Voilà, on peut la prendre et regarder ça ensemble si vous voulez. Ouais. On va peut-être se mettre à côté, oui. Ouais. Voilà. Allez. Je te passe, Marie-Béatrice. Ouais, vas-y. Ça a l'air prometteur. 1926, on est bon. Ah, c'est ça. Attends, il y a encore quelque chose là. Parmi les affaires du commandant, Pierre et Marie-Béatrice découvrent de nouvelles cartes du fjord du Scoresby-Sund. Et là, ça c'est une grande carte. Mais une carte du Groenland. Ouais, Tiens, regarde, ouais. il y a le Scoresby-Sund là. Ouais, tu vois, c'est marqué au crayon de Ouais. leur trajet. Regarde On arrive là, à lire là. 20h40, le 4 août 26. Par contre, on voit qu'ils sont pas, tu vois, ils sont pas rentrés. Hein. Ils sont pas rentrés dans le fjord. Le commandant est allé vraiment à l'entrée du fjord. Et bien nous, on On continue rentre dedans. jusqu'à la terre de mine. Là, ici, on va explorer et faire un petit peu la paléontologie là, de la terre de mine. Ouais, ouais, dans le Jurassique, là, c'est ce Ouais. qu'on avait vu. Hein. Ouais. Je pense que c'est sous Marie-Béatrice. En épluchant les correspondances de Charcot, une lettre retient leur attention. Charcot qui Monsieur s'adresse à Lemoine. Monsieur Lemoine, à Paul Lemoine du Muséum. J'apprends avec le plus grand étonnement que les échantillons que j'ai pu faire recueillir à la terre de Jameson pour Monsieur Haug ne lui ont pas encore été remis. Monsieur Lemoine dit qu'il a écrit à Haug, qui, dès que Haug répondra à son email, il lui remettra À son la email. caisse. À son email. email. Alors là, il y Dès a que Haug des- lui répondra, des il remettra la caisse de fossiles, c'est une caisse de fossiles, au laboratoire de la Sorbonne. C'est Ouais. la première fois qu'on a une liste des caisses et de ce qu'elles Ouais, tu contiennent. vois. C'est la toute première fois, Pierre, on est d'accord. C'est là, je trouve ça exceptionnel. Mm. Tiens, Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. mais moi je sais plus là. Marie-Béatrice et Pierre devront poursuivre l'enquête pour mettre la main sur ces nouvelles caisses d'échantillons. Mais déjà, ils savent qu'ils auront un matériel de recherche inestimable pour finir leur étude. Et ça tombe bien, car elles sont encore loin d'avoir percé tous les mystères du fjord. Marie-Béatrice part à son tour en expédition, avec l'espoir d'y faire des découvertes inédites pour les futures générations de chercheurs qui lui succéderont. J'étais jamais venue au Groenland, mais les paysages sont incroyables. Mais les icebergs, c'est quelque chose, je suis à peu près sûre que on revient différent en fait, de quelque chose comme ça. L'année dernière, les bennes, elles ont été réalisées exactement aux points qui ont été visités par le commandant Charcot au début du XXe siècle, dans la première partie du XXe siècle. Cette année, on va plus loin. Plus loin, mais aussi plus profond. Marie-Béatrice, la spécialiste du microscopique, a vu les choses en grand.
Les prélèvements iront jusqu'à 350 mètres sous la surface. Mais les marins n'ont pas de corde suffisamment longue et doivent donc adapter le matériel. On va passer dessus. Le carré du voilier se transforme en atelier de tressage où 2 cordages sont reliés bout à bout. Ici. Hop. Tiens, je te le passe. Hop. C'est parti. Juliette, tu veux que je te relève? Lisa? Allez les filles. Elle est fermée. Elle est fermée. Vache. Doucement. Descendez, 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 descendez. C'est bon. La roche qu'on vient de récupérer ici, juste à côté de l'île aux ours, est absolument recouverte de corallines, qui sont des algues calcaires. Et ça va vraiment être un outil fantastique pour étudier l'évolution et caractériser un petit peu les masses d'eau là dans le fjord, pour la première fois ici. Attention ta tête. Cet échantillon, il nous montre que dans cette petite baie protégée de l'île aux ours, la vie est foisonnante. Elle semble très diversifiée et elle va sans doute nous apprendre beaucoup de choses. Ça va être important pour nous, mais je suis à peu près sûre qu'il va y avoir une grosse communauté qui sera intéressée par ça. Donc, on collecte pour nous, mais on collecte aussi pour les copains. Marie-Béatrice vise une nouvelle zone d'exploration, située au fin fond du fjord. Pour l'atteindre, l'équipage doit naviguer de jour et de nuit, malgré la menace des icebergs. La nuit sera longue et périlleuse, et les marins seront de quart jusqu'à l'aube. Mais j'ai vécu une fois. Qui veut un peu de rouge? Ah, ok. On était tous sages, je pense. Ça c'est bien. On est dans l'ombre. On y voit un peu mieux. Déjà. C'est bien. Et là du coup on va descendre 42. 62, 70, 42. 70, 41, 9, exactement. 70, 41, 9. Donc il faut descendre bien comme il faut. Parce que là, le point GPS que tu m'indiques au niveau parallèle, il est là-bas. Et là-bas, par rapport à ta carte, À la carte, on était marche qu'à pas. peu à la plus haut. carte, Elle est on là, est sous le regarde. sommet. Elle est là. Voilà. Et sous ta carte, on est sous le sommet, Ouais. alors que là, on va être ici. C'est ouf. Alors, est-ce que c'est le point GPS qui est valable? C'est pas le Ah point non, de la c'est- carte ça, Google Maps? c'est- la référence, c'est ça. Le capitaine doit trouver où accoster au large de la terre de Milne, la 3e plus grande île du Groenland. Mais ces zones sont encore mal cartographiées. Marie-Béatrice se réjouit d'explorer ces terrains encore jamais prospectés, ni par les équipes de Charcot, ni par aucun autre paléontologue avant elle. Elle sera la première à pouvoir étudier les animaux qui vivaient ici il y a 150 millions d'années. Son objectif, reconstituer les différents maillons de la chaîne alimentaire de l'époque. Mais pour le moment,
les équipiers se préoccupent surtout de leur propre place dans la pyramide alimentaire. Un ours blanc rôde dans le secteur. Sans attendre, l'équipage se poste en hauteur pour ne pas se faire surprendre. Jusqu'à présent, on n'a pas vu d'ours. Mais on sait qu'il peut surgir à n'importe quel moment. Donc il faut rester sur ses gardes, en alerte, appliquer nos protocoles de sécurité et surtout pas trop s'amollir vu la beauté du paysage. Et c'est pas facile en fait, parce qu'on est un peu envahi par cette beauté et cet ailleurs. Est-ce que vous nous rejoignez? Oui, ça y est, le groupe monte et je te rejoins, je ferme la marche. Tu peux rester un peu en hauteur comme ça pour nous sécuriser aussi dans le vallon. Et ensuite, je prendrai ta position là-haut. Reçu? Reçu. À tout de suite. Jules. Allez, moi j'ai pourvenu mon... Là, passe par là. C'est bon? Ouais. Non, regarde là. Clairement, ce niveau-là, tu le retrouves pas là-bas. Il est subhorizontal. Là. Tu montes quand même dans la stratégie. La collecte des roches permet dans un premier temps de situer précisément l'âge géologique des terrains. Puis, Marie-Béatrice se lancera dans la chasse aux fossiles pour découvrir quels animaux marins peuplaient le fjord il y a 150 millions d'années, avant que la mer ne se retire. L'objectif de cette mission à terre, c'est de collecter des fossiles qui sont d'une zone qui est très peu connue pour reconstruire les chaînes alimentaires et puis pour combler les blancs dans nos connaissances de la biodiversité passée. Pour l'aider, Marie-Béatrice est accompagnée de son acolyte du muséum, la paléontologue Peggy Vincent. Marie-Béatrice, elle s'intéresse aux microfossiles. Et moi, je m'intéresse plutôt aux très gros fossiles de vertébrés, les reptiles marins. Donc on peut dire qu'on est un petit peu aux extrêmes de la chaîne trophique, chacune dans nos spécialités. La chasse aux fossiles, c'est vraiment être le nez tout le temps sur la roche, casser, casser, casser pour regarder si à l'intérieur on a quelque chose, la regarder de près, sous différents angles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un petit peu la chasse au trésor. Pour Marie-Béatrice et Peggy, les roches et fossiles de la Terre de Milne sont des livres ouverts sur le passé, témoins de l'évolution de la vie sur Terre. Venez voir. Une étoile de mer. Oh, purée! Alors ça, c'est génial. Ça, Étoile de mer. C'est pas commun. Hein. Ah non, ça c'est rare. Et ça n'a pas été reporté en plus, il me semble, là-dessus. Dans cet environnement, il y avait des étoiles de mer. On ne le savait pas avant, c'était pas documenté. Maintenant, on sait qu'il y en a à ces latitudes-là, au Jurassique. Donc ça, c'est intéressant. C'est une information. Ça va pouvoir nous aider à reconstituer le paléo-environnement. Putain, je sais pas comment faire. Mais on va y arriver. On va prendre notre temps. L'opération est délicate. Les paléontologues doivent d'abord isoler le fossile, puis l'extraire, pour enfin l'étudier en France. Bon, il est bien. Il est sauvé. Il y avait un autre truc à côté, tiens. Je sais pas trop ce que c'est, mais intéressant. Ok, eh ben je vais lui emmener. On va le mettre dans un sac. Pendant 4 jours, Marie-Béatrice et Peggy vont continuer les fouilles sur la Terre de Milne. Finalement, elles ramèneront plus de 150 kilos d'échantillons qui viendront enrichir la collection du muséum. L'expédition touche à sa fin. C'est un nouveau succès. Marie-Béatrice a surpassé ses objectifs, faisant de son passage dans le fjord une aventure riche de connaissances et de découvertes. La chercheuse passionnée sait qu'elle ne reviendra pas au Groenland de sitôt. Avant de quitter ce terrain d'exception, elle ne peut s'empêcher de faire un tout dernier prélèvement.
De retour dans les souterrains du muséum, là où l'aventure a commencé 5 années plus tôt, Marie-Béatrice et Pierre veillent à ce que l'histoire des échantillons égarés de Charcot ne puisse se répéter. Ils prennent grand soin de bien référencer leurs nouveaux spécimens. Au bout de ces 2 missions, on se retrouve avec une quantité de matériel à utiliser en recherche assez importante. Et on a du matériel pour des années et des années de recherche. J'espère beaucoup que ce matériel qu'on a collecté avec Pierre lors de nos expéditions, il sera étudié par nos successeurs dans les collections ou par d'autres chercheurs qui seront intéressés pour venir étudier ça dans 100 ans, 150 ans, peut-être 200 ans. On l'espère, Pierre et moi, très fort. Ce qui sera très utile pour les générations futures pour comprendre comment leur environnement va évoluer. Il faut vraiment toujours revenir dans le passé pour pouvoir essayer de prédire le futur. Un siècle après Charcot, les collections naturalistes ne sont plus aujourd'hui de simples catalogues de la biodiversité. Ces trésors cachés pourraient être des clés pour répondre aux grands défis scientifiques de notre temps. Quels secrets insondables le Groenland dissimule-t-il encore? Une chose est sûre, le temps des explorations est loin d'être fini.